Et donc je vais sans doute reprendre quelques éléments des uns des autres, mais avec la tonalité qui est la nôtre. Nous abordons aujourd'hui la décision modificative numéro 2 du budget régional 2025, budget régional qui a été singulier puisqu'on a voté un budget dans l'inconnu dans un premier temps, puis une DM1 qui était censée nous caler sur le PLF, et enfin cette DM2. C'est un exercice traditionnellement d'ajustement, certes, mais c'est surtout un moment de vérité sur la manière dont votre majorité gère l'incertitude financière, économique et désormais politique. Le budget régional après cette DM2 sera environ un petit peu plus d'1,8 milliard en crédit de paiement. C'est là que se fait l'équilibre du budget. Et les ajustements, le vice-président l'a dit, de cette DM2 représentent peu ou prou 26 millions d'euros. Ce serait donc une opération de prudence. Mais soyons honnêtes, je pense qu'il s'agit d'une opération d'attente. Cette DM2 relève davantage d'un pilotage administratif que d'une orientation politique. Et je pense que vous avez raté plusieurs occasions de réorienter politiquement votre stratégie depuis environ un an. Oui, vous semblez équilibré, mais non, vous n'orientez plus. Vous gérez alors que votre devoir est de gouverner. Alors certes, il est impossible de débattre de cette DM2 sans évoquer le document d'hier, à savoir le PLF pour 2026. Ce texte change en effet radicalement les conditions financières des régions. Le gouvernement vise un déficit à 4,7% du PIB, une dette à 117,9% et un gel de la dépense publique locale à 1,4 a priori maximum, du moins c'est ce que j'en ai retenu. Les collectivités dont les régions seraient donc pleinement intégrées à l'effort de redressement national, et j'ai cru le deviner dans le propos du président tout à l'heure, il y a une cohérence à participer de ce redressement national. Nous ne sommes pas une île et nous ne le souhaitons pas. Mais surtout, 3 mesures toucheraient directement la région Bretagne. La fin de la fraction dynamique de TVA, le vice-président l'a évoqué, c'est l'article 31 du PLF 2027, qui remplace cette fraction de TVA transférée aux régions depuis 2018 et qui l'amène à de la dotation comme c'était le cas auparavant. Conséquence, plus aucune croissance automatique des recettes, quoique les derniers mois étaient complexes sur la TVA, et pour la Bretagne, une perte de dynamisme que je souhaiterais qu'on puisse estimer, Monsieur le Vice-président. Mesurer la perte de dynamisme année après année, si on avait comment garder sur une moyenne la TVA. Ça me semble un élément intéressant. Dans tous les cas, dans ce domaine-là, c'est la fin d'une dynamique. Le dispositif d'Illico, les uns et les autres en ont parlé, 2 milliards d'euros prélevés, c'est une ponction nette sur les collectivités, ce qui veut dire concrètement qu'aujourd'hui, la dépendance à l'État devient une contrainte et non plus une protection. La dépendance à l'État devient une contrainte et non plus une protection. Le FCTVA, ça a été également évoqué, on revient à la situation hantée en termes de calendrier de versement, mais on voit bien que tout le monde serre les boulons en la matière. Et enfin, une DGF qui a priori est figée, si j'ai bien compris le texte, avec une hausse pour les communes, mais rien pour les régions. Et enfin, j'ai cru entendre parler d'un fonds pour les collectivités. Vous savez qu'on doit avoir ce débat sur la décentralisation d'ici la fin de l'année, dans un calendrier assez court. Quel sera-t-il ? Nous verrons bien. Autrement dit, aucune progression, aucune compensation, aucune marge. Et notre éminent rapporteur général du budget, pour reprendre les anciens mots, a beau multiplier les déplacements aller-retour à Paris, le sort réservé aux régions ne s'améliore pas, et c'est une forme de désaveu, ici, et globalement pour l'Association des régions de France. Alors vous avez fait le choix de pratiquer pour cette DM, comme vous l'avez fait d'ailleurs pour
la DM1, un rabot linéaire. Vous appliquez un rabot linéaire de 2,5% sur la plupart des politiques, et j'égrène le tourisme, moins 170, la recherche, le numérique, l'agriculture, les ports. Ce sont des ajustements qui traduisent un manque de hiérarchisation des priorités. Et c'est là que l'on en vient. J'avoue que je partage assez le propos d'Anna Soyer dans sa première partie et exclusivement. Quant à la politique, c'est l'art de faire des choix, et geler, sanctuariser d'une part et raboter d'autre part ne constitue pas un choix. Raboter, c'est couper partout et c'est choisir nulle part dans les faits. Et puis il y a le gel des 3 sanctuaires qui ne sont pas non plus, ou qui n'est pas non plus ce gel, une méthode. Donc la culture, le sport, les langues de Bretagne. Geler n'est pas faire un choix. Et nous voyons que le gel entraîne mécaniquement une érosion de certaines politiques et que certains acteurs qui bénéficient de ce gel sont fragilisés. Pourquoi ? Parce que la sanctuarisation, elle est plus symbolique que volontariste. Elle ne compense pas l'inflation ni les coûts croissants qui pèsent sur les acteurs culturels, sportifs. Donc, on a une érosion réelle du pouvoir d'action régional, y compris sur cette partie gelée. Et au sein de ces mêmes programmes gelés, certaines actions méritent peut-être d'être mieux accompagnées et d'autres moins. Nous voyons bien que même ce choix de gel revient à ne pas choisir. Et l'erreur que vous faites sur le fond, c'est de croire, c'est ma conviction, je l'ai déjà dit au moment du DOP, je l'ai répété au moment du budget et au moment de la DM1, c'est de croire que le contexte budgétaire qui s'impose aux régions est conjoncturel. Oups, un petit moment a passé, on prend quelques mesures, et puis reviendront les beaux jours. Or, ce mouvement, ce contexte budgétaire est assurément structurel. Et j'ai la conviction qu'il durera, qu'il pourra durer une décennie, au regard des enjeux qui sont ceux de l'État. Et cette durée, elle est même certaine à la lumière du coût pour les finances publiques que représente, entre autres, l'abrogation de la réforme des retraites. Mais pas que. Nous vous l'avions déjà dit l'an dernier, les mesures que vous devrez prendre dans les mois à venir, et encore plus après l'élection présidentielle de 2027, changeront profondément notre pays. Se pose également la question de la trajectoire des effectifs. Débat passionnant en commission des finances lundi. Merci aux services d'avoir bien voulu nous faire un état qui était vraiment tout à fait passionnant. La question de la trajectoire se pose. Nous avons parlé en commission des finances de la question des effectifs scolaires, de la démographie scolaire, des projections en termes de surface moindre probablement dans les lycées et de conséquences en termes de personnel. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce que vous n'avez pas dit non plus, qu'il s'agit de fermer des lycées pour faire des économies de personnel. Mais néanmoins, il y aura un élément. L'exécutif s'est fixé comme objectif de revenir à l'état des effectifs de 2022, c'est-à-dire du début du mandat. Mon petit calcul m'amène à un petit peu plus de 230 postes équivalents temps plein, au regard des documents dont on dispose, sans compter les satellites de la région. Mais alors qu'il est facile de créer des postes, il est beaucoup plus difficile d'en supprimer. Si en commission des finances on peut avoir des éléments précis là-dessus, je suis vraiment preneur, y compris sur les satellites. Certes, vous avez préféré embaucher des contractuels pour partie, mais ce n'est pas non plus facile de supprimer les postes de contractuels. Le problème, c'est la temporalité de votre stratégie ou de votre trajectoire des effectifs. Le mur budgétaire, il s'annonce là et il est épais. Les stratégies et trajectoires que l'on peut mettre en place, au regard de ce que vous nous proposez, elles vont prendre du temps. Et je pense qu'il va y avoir un décalage très sensible qui ne sera pas en faveur de notre réajustement.
la question de l'épargne nette, une érosion continue depuis le début de ce mandat et une pente qui s'accentue et qui va plus vite que prévu. Le risque d'effet ciseau, on l'a évoqué, et puis le sujet de la capacité de désendettement qui va être la nôtre, elle se tend. On pourrait dépasser objectivement les 8 années assez vite, et si la tendance se poursuit telle qu'elle est, c'est les 10 ans le seuil d'alerte qui peut arriver au regard du fait que quand on n'a pas d'épargne nette, on emprunte plus, alors que la région a des compétences obligatoires qui sont là et qui sont constantes. Permettez-moi, Monsieur le Président, une petite insiste taquine, mais non moins éclairante, sur les petites économies que l'on pourrait faire. Lorsque nous évoquerons les marchés publics, vous découvrirez, chers collègues, 3 lignes pour un total de 10 000 euros sur les marchés engagés les 20, 22, 23 juin dernier. Le lot 1, non pardon, je commence par le lot 3, Ille-et-Vilaine, pour la réalisation de portraits du président de la région Bretagne. Le lot 2 pour le Finistère, pour la réalisation de portraits du président de la région Bretagne. Le lot 1 pour les Côtes d'Armor, réalisation de portraits du président de la région Bretagne. Le lot 2 pour le Finistère, rebelote, pour la réalisation de portraits du président de la région Bretagne. Et le lot 4 pour le Morbihan, de la réalisation de portraits du président de la région Bretagne. Vous admettez que c'est moi qui vous dresse un portrait dans cette affaire, mais on en a pour 10 000 euros. Et on va les refaire parce que maintenant j'ai la barbe. C'était avant la barbe. Où est-ce le coût de la barbe? Mais voilà, Monsieur le Président, il n'y a pas de petites économies. Alors, à quoi serviront ces photos? Auriez-vous l'intention d'accrocher un portrait du président de la région dans chacun des lycées de la région? Je me fais certes taquin, mais je vois l'expression d'une personnalisation du pouvoir. Alors, soyez prudents. Attention au petit culte qui va avec, et je crains que depuis quelques mois, on ait cette petite personnalisation et cette petite musique. En conclusion, Monsieur le Président, nous devons regarder lucidement la trajectoire financière. C'est ce que notre groupe la Bretagne fait. La Bretagne a perdu en 4 ans presque toute sa capacité d'autofinancement. L'épargne nette est désormais sur une pente qui est longue, mais qui va vite, car si la perte s'établit à 50 millions chaque année, vous serez au plancher à la fin de votre mandat, ce qui signifie que chaque nouvel investissement dépend de l'emprunt, mais à quel taux? C'est un risque d'endettement différé, pas une gestion vertueuse. Plutôt que de geler et de raboter indistinctement les budgets, il faudrait revoir les politiques régionales sur le fond, nous vous le disons depuis déjà des années, identifier celles qui ne produisent plus d'effets, concentrer les moyens sur les priorités bretonnes, la formation, le transport, l'éducation via les lycées, le développement économique, l'innovation, et pour nous, l'efficience doit redevenir la boussole, sinon la Bretagne perdra sa liberté d'investissement. En qualité de président de la Commission des Finances, qui échoue au premier groupe d'opposition, mon conseil est le suivant. Faire une revue de l'ensemble de nos aides à la vie associative, j'insiste. Faire une revue de l'ensemble de nos aides à la vie associative, notamment dans les 3 domaines des 3 budgets gelés, mais au-delà également. J'appelle officiellement, publiquement, à la réalisation d'un véritable audit sur le sujet. Faire cette revue dans tous les domaines où vous développez des produits et des offres en doublon d'acteurs parfois plus pertinents. Je pense via Mégalis à moncompte.bzh, pour lequel nous avons déjà engagé plus de 6 millions d'euros. Nous en reparlerons. Mettre en place une revue triennale des politiques régionales par roulement pour évaluer avant d'abonder. Se fixer des limites dans vos dépenses d'ingénierie, ce qui est dépensé en back-office ne l'est pas en front-office. Et si dans vos politiques d'aménagement, vous réduisiez de 10% la dimension ingénierie, vous pourriez le redistribuer aux communes qui en ont besoin. Voilà, dans une France qui est budgétairement et durablement en crise, la Bretagne doit être une boussole, mais une boussole, ça ne sert à rien si elle ne demande aucune direction. Cette DM2 est coupablement, me semble-t-il, prudente et sans vision durable, et le PLF 2026, en restreignant toujours plus l'autonomie fiscale et financière, transforme cette prudence en paralysie. C'est ma crainte. Merci à vous.